On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin dans un instant avec Marc Semo du Monde. Bonjour Marc. Bonjour. Et Cyril Payen, grand reporter à France 24. Bonjour Cyril. Bonjour. Et ensemble, vous débattrez notamment des parlementaires français à Taïwan après l'imposante délégation taïwanaise du week-end ici à Paris. Tentative de renouer les liens après les propos d'Emmanuel Macron, vécus comme incendiaires côté taïwanais. Et puis une centaine de morts civiles, le bilan de 3 jours de combat au Soudan, une flambée de violence aussi soudaine que brutale entre les deux généraux au pouvoir depuis le coup d'État, deux héritiers d'Omar el-Béchir. C'est tout de suite, on va plus loin. Comme un échange de bons procédés, une délégation de 4 députés français est arrivée dans la matinée à Taïwan, où elle a été accueillie par plusieurs homologues taïwanais, eux-mêmes de retour d'un week-end à Paris. Afficher la bonne entente franco-taïwanaise, manière de dissiper tout malentendu et tenter d'éteindre aussi l'incendie déclenché par les déclarations d'Emmanuel Macron. Le président français qui, de retour de Pékin il y a 10 jours, avait souhaité voir l'Europe emprunter une 3e voie sur la question taïwanaise entre la Chine et surtout les États-Unis. Jusque-là, l'aiguillon incontesté du camp occidental sur ce dossier. Une sortie vue comme une prise de distance inédite envers Taïwan. Écoutez les commentaires du président du groupe d'études à vocation internationale sur les questions liées à l'expansion de l'économie taïwanaise ici en France, le député Éric Bothorel, un titre à rallonge qui en dit long là aussi sur les précautions diplomatiques. Et puis ce matin, à son arrivée à Taïwan, ça c'était ses propos, et puis ceux également du vice-président du Parlement taïwanais, Tsai Ki-chang, interrogé ici même à Paris samedi par vous, Cyril Payen. Je ne connais ni les raisons de ces propos de M. Macron, ni le contexte dans lequel ils ont été prononcés. Mais la France est un pays démocratique, le peuple choisit ses dirigeants, et le peuple français comme le peuple taïwanais est attaché aux valeurs de liberté et de démocratie, à la différence du gouvernement chinois. Et c'est sur ces bases que nous pouvons construire une amitié durable. J'insiste, je ne connais pas le contexte dans lequel ces propos ont été prononcés, donc je ne veux pas les commenter, mais tout ce que j'ai vu et entendu depuis que je suis en France, c'est un soutien fort et indéfectible à Taïwan. Le président Macron dit ce qu'il veut, mais d'un point de vue purement européen, avec la volonté de construire une stratégie économique autour de l'Europe. Mais vous avez toujours la possibilité d'entrer dans les détails de la relation entre la France et Taïwan. Et rien n'a changé. Alors on sort les rames, c'est quand même le sentiment que ça donne. Le malaise est profond, Cyril. Oui, et puis c'était les circonstances dans lesquelles on a pu interviewer le vice-président de l'Assemblée nationale, qui n'est pas un titre honorifique, c'est un éminent politicien qui ira loin certainement dans la politique taïwanaise. Il y avait en marge donc de ce grand raout des centaines de Taïwanais, 20 députés, vous l'avez dit, eh bien l'opération de rétropédalage gouvernemental aussi, puisque Roland Lescure, ministre de l'Industrie, a fait une courte déclaration, mais en gros, il a expliqué en substance qu'il connaissait très bien le président et que, en tout cas, sa position était très claire. Peut-être avait été mal interprétée dans son retour dans l'avion de Pékin à Paris, mais lui garantissait que l'amitié sincère, c'était ses mots, entre Taïwan et la France et puis l'Europe était intacte. Donc on a assisté à un déminage, oui, vous parliez de drame, mais un déminage toute la semaine, parce que ce n'est pas le seul à être venu au secours de la communication française, mais ça a été vécu très sincèrement dans les milieux taïwanais, à Taïwan même, assez mal, comme une vraie claque. Il y a eu des mots beaucoup plus durs que ces propos assez protocolaires du vice-président de l'Assemblée nationale. Il faut savoir aussi qu'à Taïwan, c'est une question existentielle, puisque en gros, ils nous disent on est bon pour vendre des semi-conducteurs, on est toujours là, invité dans les grands raouts commerciaux, mais dès qu'il s'agit de diplomatie, on n'existe plus, on est complètement avalé par l'ogre chinois. Donc c'est vraiment existentiel. Donc on peut parler d'une hypersensibilité taïwanaise sur ces questions et on les comprend. J'ajouterais par dire que du côté taïwanais aussi, finalement, on a mis à tirer à profit cette sortie un peu hasardeuse du président français, puisqu'au moins, ils ont reconnu qu'aujourd'hui, cette semaine, on a énormément parlé de la question taïwanaise, et ça, ils en sont assez ravis, au fond. Le mal est réparé, Marc? C'est pas une question de mal réparé ou non. Tout ce qui concerne Taïwan restera dans l'ambiguïté. C'est l'ambiguïté stratégique et aussi celle des États-Unis, c'est-à-dire la France, la première en 1964, avec De Gaulle, parmi les grands pays occidentaux, reconnaît la Chine. Et on reconnaît une seule Chine. Donc implicitement, évidemment, Taïwan
dans cette logique-là, fait partie de la Chine, mais on ne dit jamais que Taïwan fait partie de la Chine, et on continue à garder des relations, une coopération officielle avec Taïwan. Donc on est dans l'ambiguïté. Taïwan, c'est à la fois un État, de fait, et en même temps, c'est un État, aujourd'hui, qui n'est plus reconnu à l'ONU que par 13 pays sur 193, ce qui est très peu. Mais moi, ce qui me frappe, c'est à quel point, malgré tout, en France, on reste gêné aux entournures par ça. Parce que, bon, c'est très bien, oui, il y avait malentendu, c'est évident que la France ne peut pas faire la politique de l'autruche s'il y a une montée des tensions en Indo-Pacifique, etc. Tout ça fait un peu de soi. Mais très concrètement, la France pourrait faire un certain nombre de choses pour Taïwan. Par exemple, rehausser le niveau de sa coopération. Ce qui est extrêmement frappant, c'est que les États-Unis, qui sont aussi dans l'ambiguïté stratégique, c'est même eux qui l'ont conceptualisé les premiers, quand, en 1979, ils reconnaissent la Chine populaire, tout en gardant une coopération militaire avec Taïwan et en même temps qu'ils retiraient leurs hommes de Taïwan. Bon, les Américains, après c'était, je crois, the Taiwan Relation Act, qui était fait à l'époque de Reagan par le Congrès, ensuite, il y a eu récemment, c'est à l'époque de Trump, le Taipei Act, qui était une manière d'encourager que les Américains s'engageaient à pousser partout où c'était possible les organisations internationales à intégrer Taïwan là où il n'était pas indispensable d'être un État reconnu comme tel par l'ONU, type l'OMS. D'accord ? Bon, c'est important pour Taïwan d'exister diplomatiquement. Là-dessus, les Français, je n'ai pas entendu une seule fois, tous ces derniers temps, un homme politique français évoquer cette question de rehausser le niveau de la relation diplomatique avec Taïwan, rappeler que la relation diplomatique avec la Chine, la République de Chine, qui n'était pas la République de Chine populaire, avait été ancienne, qu'elle avait une légitimité. Aujourd'hui, on est passé à autre chose, mais il ne s'agit pas non plus d'enterrer ça, de l'oublier. Donc on pourrait faire beaucoup plus vis-à-vis de Taïwan, qui est une véritable démocratie et qui est une démocratie menacée. Or, la seule chose que nous avons fait, malheureusement, par les propos présidentiels, c'est de laisser planer une terrible ambiguïté sur ce que nous ferions avec cette phrase qu'on a un peu oubliée, qui est encore plus assassine, qui est « Oh, entre Taïwan et les États-Unis, moi, en bon stoïcien, je ne m'occupe que ce qui dépend de moi ». Et avec, quand même terrifiant. Avec le paradoxe, en plus, des poussées indo-pacifiques du président, qu'il a réaffirmé. Tout à fait. La France aurait les moyens, Cyril, finalement de faire comme les États-Unis, c'est-à-dire de pousser plus loin, d'approfondir sa relation avec Taïwan, de pousser aussi la candidature de Taïwan dans des organisations internationales. Je crois que c'est loin d'être à l'ordre du jour. Mais ça serait nécessaire, parce qu'en plus Taïwan joue bien le jeu. Mais c'est une question d'intérêt. Les États-Unis ont peut-être les moyens de leurs ambitions. Est-ce le cas de la France ? Difficile à dire. On peut pas géant chinois. Le géant chinois face à la France, c'est mal parti en tout cas. Mais je crois que la posture française, en tout cas, par la parole présidentielle, n'était pas du tout le bon rail qu'il fallait prendre, bien qu'on soit très très loin de ce qu'on peut laisser entendre, enfin ce que vous essayez de laisser entendre. On est face à une Chine qui est quand même très très agressive, très compliquée, et je ne sais même pas d'ailleurs si les États-Unis, il n'y a qu'à voir ce que l'expérience ukrainienne, ce que les Taïwanais d'ailleurs regardent beaucoup, ils scrutent beaucoup ce qui s'est passé en Ukraine et la réponse internationale, la France n'en aurait pas les moyens, certainement pas. Il y a une poussée indo-pacifique, mais regardez, on avait une frégate qui a été d'ailleurs, on a beaucoup parlé de ça, nous avions nous-mêmes une frégate, donc on participe quand même de cet effort stratégique pour défendre Taïwan. Mais non, on est très très loin de ça. Et puis il faudrait qu'il y ait aussi une unité européenne, c'était un peu cette troisième voie que recherchait à défendre le président, mais on est très très loin de ça de toute façon. La Chine qui dénonce le battage médiatique autour, non pas de la frégate française, mais du destroyer américain USS Milius, le navire de guerre qui a emprunté hier le détroit de Taïwan, revendiqué par Pékin. C'est une manœuvre hostile de la part de Washington, très clairement, ou anodine, comme on tente de le faire croire côté américain, Marc. Les Américains vont évidemment laisser penser que c'est quelque chose d'anodin. C'est évident, ce n'est pas hostile, mais c'est rappeler un certain nombre de fondamentaux, dont celui de la protection américaine sur Taïwan. Il n'y a pas d'hommes américains au sol, ce qui est quand même très grave, parce que s'il y a des hommes américains au sol, on peut imaginer, type la Corée, s'il y a une bombe, les Américains sont touchés, c'est la guerre. Il n'y a pas d'hommes américains au sol, mais il y a, de fait, il y en a quand même, pour l'entraînement et autres, mais c'est la garantie américaine qu'a encore rappelé plusieurs fois Joe Biden, très fortement, notre engagement vis-à-vis de Taïwan. Les Américains, là-dessus, ont compris
qu'il s'agit d'être sans ambiguïté et que ça seulement peut dissuader la Chine. Dire cela n'est pas notre affaire n'est pas le meilleur moyen d'éviter la catastrophe dans le détroit de Taïwan. Et puis il y a le droit aussi, parce que le commentaire de Washington, suite à cette affaire de la frégate américaine, c'est que l'armée américaine vole, navigue, se déplace partout où le droit international le permet. Oui. Et ça, c'est l'antithèse de ce qui est passé quelques jours auparavant avec les manœuvres très très oppressives chinoises. Mais l'ambiguïté est levée, c'est vrai, puisque de toute façon, cette frégate était là aussi dans le cadre d'autres manœuvres plus au nord, dans les îles de Spratly, qui là aussi, c'était immensément concurrentiel, en Chine, en mer de Chine du Sud, où là, ça implique un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est, et les Américains ont marqué le territoire. Mais après tout, c'est de bonne guerre, sans faire de jeu de mots. Mais je crois que c'est simplement un message assez clair, dans la mesure de ce que pouvait faire la présence militaire américaine dans cette région, suite à ce qui s'est passé du côté chinois. Puis toujours dans le cadre du droit, c'est dans le petit corridor, c'est dans les eaux territoriales de personnes. Oui. D'ailleurs, la France, libre navigation. Donc la frégate française de surveillance ne s'était pas, elle a tiré les foudres de la Chine. Pékin a l'indignation sélective dans ces eaux, qui, on le rappelle, sont des eaux internationales. Mais nous sommes maintenant un grand ami de la Chine. La presse chinoise avait salué de façon extrêmement élogieuse la visite du président Macron en Chine, quasiment avec les accents de 64. On en vient à l'autre actualité du jour, le Soudan, où le chef de l'armée, le général Al-Bourhan, ordonne la dissolution des forces de soutien rapide, les FSR, de son allié devenu adversaire, Hamdan Daglo, alias Hemedti. Les deux camps qui gouvernaient jusque-là le pays s'affrontent depuis 3 jours. Une rupture aussi soudaine que brutale, puisqu'on déplore déjà une centaine de morts civiles. Florent Rodeau. Les FSR triomphantes, Kalachnikov à la main, ici, devant l'aéroport international de Méroé, tombé dans leur escarcelle ces dernières heures. Sur cette seconde vidéo, où les balles sifflent sans discontinuer, les FSR du général Hamdan Daglo l'assurent, elles contrôlent désormais le quartier général de l'armée régulière à Khartoum, une prise ultra symbolique, illustration de leur montée en puissance militaire. Depuis samedi, les combats sont acharnés et meurtriers avec les forces du général Al-Bourhan. Affrontements qui ont déjà causé la mort de dizaines de civils. À Khartoum, 2 hôpitaux ont dû être évacués, un médecin témoigne. Les roquettes et les balles criblaient les murs. Sur la défensive, l'armée soudanaise peut toujours compter sur sa maîtrise du ciel. Selon des témoins, elle a mené plusieurs frappes aériennes sur les casernes et les bases des paramilitaires ennemis, notamment à Omdurman, ville située juste en face de la capitale, sur le Nil. Cette flambée de violence inquiète au plus haut point la communauté internationale. La Ligue arabe, l'Union africaine et depuis ce lundi Washington et Londres, tous appellent désormais à la cessation immédiate des hostilités au Soudan. Allons, on fait le point sur la situation ce soir à Khartoum, où vous vous trouvez, Augustine Passy, pour France 24. Comment vit-on cette situation dans la capitale ? Alors, après avoir été de nouveau réveillés par les bombardements ce matin, certains habitants de Khartoum sont sortis timidement pour tenter de se ravitailler. J'ai rencontré ce midi une mère de famille qui, pour la première fois depuis 48 heures, s'est rendue à l'épicerie à environ 200 mètres de chez elle pour acheter des produits de première nécessité comme de la farine, des œufs et de l'huile. Impossible pour elle, en revanche, de trouver, par exemple, des fruits, des légumes ou des yaourts. Le propriétaire de cette épicerie m'expliquait qu'il n'avait plus de bonbonnes d'eau et seulement quelques dizaines de bouteilles qu'il pensait vendre d'ici la fin de la journée, car aucune livraison n'a pu être effectuée depuis le début des affrontements samedi matin. De nombreux foyers restent ce soir privés d'eau et d'électricité. On continue par ailleurs à entendre régulièrement des échanges de tirs. Donc les familles restent à l'intérieur, elles essaient de rassurer leurs enfants et de se tenir éloignées des fenêtres. Un processus politique devait permettre la désignation d'un Premier ministre et d'un gouvernement. C'est ce processus qui a accéléré la dégradation des relations entre les deux généraux ? Alors, ce processus politique semble en effet avoir attisé les tensions qui existaient déjà entre ces deux généraux. Un accord cadre a été signé le 5 décembre sous la pression notamment de l'ONU, de l'Union africaine et des États-Unis pour mettre fin au coup d'État d'octobre 2021.
Le général Burhan et Hemeti ont tous deux signé ce texte préliminaire avec une coalition de civils favorables au retour de la transition démocratique. Mais dans les mois qui ont suivi, l'alliance de circonstances entre les deux généraux s'est fragmentée au sujet de l'intégration de la milice d'Hemeti, les forces de soutien rapide au sein de l'armée. Car Hemeti plaidait pour une intégration en 10 ans ou plus, tandis que Burhan voulait que ça prenne 2 ans maximum. Hemeti souhaitait surtout conserver son autonomie en se plaçant directement sous les ordres du Premier ministre et non du chef de l'armée. Or, Burhan semblait avoir reçu des pressions de ses alliés islamistes de l'ancien régime pour ne pas signer un document qui comprendrait ces amendements. Merci Augustine Passy avec nous en direct de Khartoum. 2 forces équivalentes, des combats partis pour durer, Marc Semo? C'est difficile à dire, oui, probablement. L'armée régulière a la maîtrise de l'air, mais en termes de moyens humains, il semblerait qu'on ait deux forces à peu près équivalentes. Les forces sont à peu près équivalentes. Les forces de soutien rapide, donc cette milice de Mohamed Hamdan Daglo, appelé Hemeti, le petit Mohamed, sont particulièrement bien entraînées, particulièrement motivées. Mais elles sont quand même assez seules. À la différence, le numéro 1 de la junte, l'autre étant le numéro 2 de la junte, Abdel Fattah al-Burhan, lui, a le soutien de l'Égypte, ce qui n'est pas rien. Alors pour le moment, les influences extérieures ne sont pas encore vraiment entrées en jeu, mais si le conflit doit un peu s'inscrire dans la durée, ça sera quand même ce rapport de force-là. Et surtout, ce qui est terrible, c'est que c'est vraiment le coup de grâce à ce qu'on espérait pouvoir être ce processus de transition. Le Soudan avait été un peu le dernier espoir des printemps arabes. En 2019, il y avait eu enfin le renversement de Omar el-Béchir, qui, je le rappelle, était comme un chef d'État en exercice, comme Poutine aujourd'hui, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Donc ça avait enclenché un immense espoir. Il y a une société civile soudanaise très forte. Donc, il y avait d'immenses manifestations, etc. Donc il y avait toute une transition qui était en train de se passer. D'ailleurs, Omar el-Béchir avait été arrêté de fait, même s'il n'avait jamais été transféré à La Haye. Ensuite, il y a eu ce coup d'État en 2021, où à la fois il y a eu cette prise du pouvoir par al-Burhan et comme numéro 2 avec celui qu'on appelle Hemeti et qui maintenant se battent pour des prébendes et pour le pouvoir. C'est la fin de la parenthèse ouverte par le coup d'État de 2021, Cyril Payen, ou même la fin des espoirs de la révolution de 2019. Il n'y aura plus de retour au civil, plus de retour du pouvoir au civil. Je crois que la grande question qui a été soulevée par Marc Semo, c'est en fait la réponse de la société civile, parce que oui, on a affaire à 2 frères ennemis prédateurs qui n'ont aucun but que de s'enrichir ou d'avoir du gain de pouvoir. Mais on est en plein Ramadan. Ce conflit couvait depuis des semaines, si ce n'est des années, puisque c'était un alliage instable de circonstances. Mais on sait qu'à Khartoum, dont on dit d'ailleurs qu'on n'a jamais vu autant de violence que depuis l'indépendance en 1956, Khartoum avait bizarrement toujours été un peu préservé. Donc on a un peu changé de logiciel aussi là pour la population soudanaise. Mais tout le monde en gros était pris par surprise par les premiers combats qui ont lieu samedi matin. Donc la société civile, qui a été quand même très très active depuis 2019, va sans doute à un moment ou un autre se réveiller. Ce qui est assez inquiétant, en tout cas, qui ajoute à la confusion. D'ailleurs, je précise que le bilan s'est alourdi ce soir. On est à plus de 185 morts maintenant et des centaines de blessés, puisqu'il y a eu un premier contact avec un membre de l'ONU ou de la Croix-Rouge. C'est-à-dire qu'on répond au téléphone. Ça commence un peu à répondre au téléphone à Khartoum, des deux côtés, mais ce qui est effrayant, c'est que ce sont deux unités combattantes très importantes. J'avais pu rencontrer, moi, au Yémen, sur la ligne de front à Taïz, il y a 4 ans, les membres des forces soudanaises. C'était des membres d'ailleurs qui travaillaient pour le général al-Burhan. Ils étaient en première ligne, ce sont des vrais soldats. Donc il n'y a pas une armée d'opérette et des rebelles. Il y a 2 armées équivalentes, une qui est cette milice paramilitaire qui en plus est menée par un homme qui est l'homme sans doute le plus riche du Soudan, qui a énormément d'acquaintances dans le pays et ailleurs. Donc c'est une guerre
ils iront sans doute jusqu'à la mort. Donc c'est assez embêtant pour la suite. Et alors là, parler de médiation, puisqu'il y a un véritable embouteillage pour que les pays de la région, la communauté internationale tentent d'arrêter un peu l'incendie. Il n'y a pas d'avion de toute façon pour Khartoum, et on peut difficilement imaginer que si l'un ne prend pas l'ascendant sur l'autre, il va y avoir le fait d'accepter une médiation. Donc c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Et puis encore une fois, c'est le collatéral, c'est la population du Soudan. Je rappelle que les combats, ce n'est pas que Khartoum, c'est un peu partout dans le pays, et notamment dans les endroits frontaliers, au Tchad, ou en Érythrée ou en Éthiopie. Donc c'est un climat extrêmement dangereux, et on est sans doute au début de cet embrasement du pays. Marc Semo, on a aussi affaire, pour un peu donner une idée de la détermination des acteurs, et Mehdi s'était illustré dans la guerre au Yémen dernièrement, et puis auparavant au Darfour. Absolument. Les forces de soutien rapide sont les anciens Janjaweed, qui étaient ces milices qui ont commis des atrocités terribles au Darfour, ce qui d'ailleurs a enclenché tout le processus sur le Darfour, y compris donc l'inculpation d'Omar al-Béchir pour génocide et crimes contre l'humanité et pour génocide. Et d'ailleurs, le problème, ce qui rend d'ailleurs la question d'une solution plutôt impossible, c'est que les forces de soutien rapide, c'est à peu près 80 à 100 000 hommes. L'armée, c'est 140 000 hommes. On ne peut pas imaginer, comme le prévoyait le plan, cette espèce d'intégration de 100 000 hommes dans 140 000 hommes sans changer totalement la nature de l'armée, parce qu'en plus, il y a des aspects idéologiques extrêmement... des grandes différences idéologiques, parce que Al-Bourhan est un islamiste, il fait partie de tout ce mouvement parmi les militaires qui avaient soutenu pendant des années Omar al-Béchir, qui était un président islamiste extrêmement radical. Ensuite, quand il y a eu la révolution en 2019, ils sont tous égayés en Turquie, en Égypte et en Arabie Saoudite. Maintenant, ils sont revenus. Et Mehdi est sur une dynamique assez différente, beaucoup plus proche de l'Arabie Saoudite, beaucoup plus proche des Émirats. Il s'est en effet engagé au Yémen. C'est un prédateur à l'état pur. Il deal, par exemple, actuellement avec la milice Wagner pour un certain nombre, sur un certain nombre de mines d'or notamment. Donc voilà, on est dans une guerre de seigneurs de la guerre et on ne voit pas ce qui effectivement permettrait de l'arrêter. Au-delà, on pourra imaginer une médiation, un ralentissement des combats, mais c'est aujourd'hui la crainte de tout le monde, c'est que le Soudan, qui est le troisième pays d'Afrique, qui est à cheval entre la mer Rouge, le Sahel et la Corne de l'Afrique, donc extrêmement stratégique, ne devienne une nouvelle Libye. La seule différence peut-être, ça serait que personne, et Dieu sait s'il y a énormément, vous le disiez très bien, d'intervenants, d'intérêts, que personne n'a vraiment intérêt, de proche ou de loin, qu'il y ait une implosion ou une libanisation, une yéménisation du Soudan. Donc c'est surtout et certainement de l'étranger que l'aide pourra arriver, mais enfin cette médiation en tout cas. Une médiation ou au contraire des puissances qui seraient tentées éventuellement d'attiser le conflit, parce qu'on parle beaucoup de l'Égypte du côté d'Al-Bourhan, et en face, vous l'avez dit, Marc, il y a effectivement Wagner, il y a aussi les Émirats arabes unis, dit-on. C'est ce que de bons observateurs disent, qu'on est encore très très loin de cette guerre par procuration qu'on pourrait imaginer avec évidemment les camps traditionnels qui sont antagonistes, parce qu'on n'en est pas là. C'est un très grand pays qui vit aussi de lui-même, qui a ses richesses, qui a des protagonistes qui sont déjà à la manœuvre. On n'en est pas là. Mais par contre, de prévenir une implosion ou une libanisation ou une fragmentation du pays sur un plan religieux, ethnique ou social ou militaire, bien sûr, ça c'est la grande peur. Donc on peut quand même gager, et c'est ce qui explique certainement cet empressement, et c'est pas souvent. Il y a d'autres crises dont on voit dans le monde où c'est toujours un peu lent à démarrer les déclarations d'intention internationale. Là, il y a un peu plus d'empressement, donc on peut penser qu'il y aura une tentative de médiation. La Libye, c'est la grande crainte, autre très grand pays qui s'est disloqué, avec là aussi le rôle des puissances étrangères qui n'ont pas œuvré réellement à une paix négociée. En Libye, il y a eu un rôle actif des puissances étrangères qui ont fait éclater le pays. Au Soudan, effectivement, pour le moment, tout le monde a plutôt peur de ce que serait un éclatement du Soudan, mais il y a une espèce de logique des affrontements qui fait que ça peut se faire sans... Et une expérience de la guerre aussi. Nécessairement souhaité. Ensuite, effectivement...
il y a une différence de fond. Al-Bourhan, son rêve, c'est de devenir un Al-Sisi soudanais. Il fait partie des tribus du Nord, il fait partie de ces élites du Nord. Hemeti, c'est tout à fait différent. Il fait partie des tribus arabes du Darfour, mais c'est des tribus très méprisées. Donc il y a un côté revanche sociale, effectivement, après qu'il soit devenu l'homme le plus riche du pays. Donc voilà, pour le moment, c'est la guerre entre deux hommes, mais très rapidement, par le jeu des alliances et des protecteurs, on pourrait arriver à quelque chose de beaucoup plus préoccupant. Une conflagration régionale. Une véritable déflagration régionale. Merci beaucoup, merci Marc Sembo, merci également à Cyril Payen d'avoir été avec nous. C'était On va plus loin, rendez-vous dans 5 minutes pour un nouveau journal.